Oui, bon, écoutez, j'ai une présentation, tout ça, une question technique, difficulté, tout ça, manque de temps un peu. Je vais quand même vous résumer un petit peu le travail qui a été fait là, euh, pour la santé du cerveau. Parce qu'on sait très bien qu'on entend de plus en plus parler des troubles neurocognitifs, des troubles au niveau de la cognition. Donc, premièrement, on s'en va dans une population qui est vieillissante. On a la masse de personnes plus âgées devient de plus en plus grande. Donc, il y a même moins de jeunes qu'il y a de personnes âgées. Donc, on voit de plus en plus apparaître des difficultés avec la mémoire. Donc, on entend parler dans les médias beaucoup plus d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs qu'avant. Donc, moi, j'ai participé en tant qu'agente de santé avec le réseau. En 2021, j'ai embarqué sur un projet qui était 3 provinces ensemble qui s'appelle l'abécédaire d'un cerveau. Et l'abécédaire d'un cerveau, son objectif vient du contexte. Je vais vous mettre des années, ça va vous aider. En 2018, ils ont commencé à vraiment le Canada, là, il a dit oh, il arrive trop on a besoin de mettre ça ensemble nationalement, tout ce qui concerne la santé cognitive. Puis ils ont développé une stratégie canadienne, une stratégie pour se mettre tout le monde ensemble, pour travailler ensemble sur cette difficulté-là, pour vraiment aligner les services adéquatement et tout ça. Et surtout, sensibiliser monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'on a beaucoup de jugements faciles sur une personne qu'on croise sur la rue. Puis, ça restait ouvert quand même. OK, ben c'est bon, c'est de ça que je parle. C'est ça, on est porté à... Voyons, elle a donc bien un drôle de comportement, gazdon, sa démarche. Mais voyons, elle s'est habillée tout croche aujourd'hui. Mais... Donc, on a un jugement facile parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas, on ne connaît pas. Et c'est tellement facile de dire, ben elle est tout croche, je veux rien savoir. Ou, ben non, elle me tient un discours que ça n'a ni queue ni tête. Donc, c'est ça. C'est pour briser ce... En l'an 2020, tiens, merci ma belle, 8,4 % des Canadiens de plus de 65 ans vivaient avec au moins un trouble neurocognitif. Oui, puis le trouble neurocognitif, là, on dit, c'est de l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est un parapluie. C'est un parapluie qui peut avoir différentes problématiques au niveau du cerveau, que ce soit un trouble au niveau attends un petit peu, là, je pense à... Tout dépend où ça touche dans ton cerveau. Tu vas avoir un trouble soit de mémoire, soit de langage, soit de mouvement, de coordination. Tout dépend où ça touche. C'est pas nécessairement de l'Alzheimer, ça, là, mais on le met tout sous ce produit-là. Tu sais, on l'appelle comme ça, mais on se trompe. OK? Donc, puis avant d'être capable de diagnostiquer que quelqu'un fait vraiment de l'Alzheimer, ça, c'est des taches au cerveau. Des fois, c'est juste vraiment pour le dire. Quand il est décédé, puis on fait une analyse de son cerveau, puis qu'on voit qu'il y avait vraiment des taches. Donc, la recherche avance beaucoup et cette stratégie, au niveau canadien, a vraiment mis le monde ensemble et les chercheurs tous ensemble. Donc, on voit qu'il y a de l'avancement beaucoup. Ils veulent vraiment trouver une façon de mieux la comprendre, la maladie, de mieux l'expliquer pour enlever la stigmatisation, mais aussi pour mettre le monde ensemble et dire, écoutez, notre population vieillissante, là, va falloir qu'on la supporte, puis il va falloir qu'on la guide, puis il va falloir qu'on soit autour, parce qu'on veut bâtir des communautés bienveillantes. Et une communauté bienveillante, c'est le filet social qu'on a parlé tout à l'heure, qui est en train de s'effriter. Et puis, c'est ça qu'il faut qu'il revienne. Il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, le travail que j'ai entamé la dernière année, après l'abécédaire d'un cerveau, ça nous a amené à comprendre qu'en Alberta, notre problème linguistique de langue minoritaire nous amène une barrière supplémentaire à la compréhension de la maladie, mais aussi à aller chercher du support. Donc, quand tu es une petite minoritaire, tu t'arranges pour te serrer les coudes et travailler avec ton voisin qui parle français. Et c'est comme ça, moi j'appelle ça une force.
Hein? Parce qu'on est un petit groupe, on est capable encore plus de concentrer nos besoins, les cibler, puis aller chercher les services. Mais vous savez que dans le domaine de la santé, on a parlé ce matin, oui, on parle de la santé financière, on parle de la santé, tout est relié. Tout est relié, puis si il y a un secteur qui est fragilisé là-dedans, ben l'anxiété s'installe, le sommeil, on perd du sommeil, donc c'est ça, la santé, c'est global. Et quand tu as des pathologies, oui, tu vas chez le médecin, mais 80% des services de santé sont à l'extérieur d'une clinique médicale. C'est un support parce qu'on veut maintenir notre santé. On n'est pas rendu malade encore, là, mais on veut maintenir la santé, ça prend le filet. Ça prend le filet des voisins, ça prend un bon collègue, ça prend une langue qui est semblable à la tienne ou même une culture qui est semblable à la tienne pour te sécuriser puis aller chercher du support à côté. Donc, c'est pour ça que la formation qu'on a établie, c'est une formation pour former et certifier des aînés bénévoles de la santé cognitive. D'un, c'est eux les premiers qui le vivent, qui le ressentent, les impacts que ça fait. De deux, ils ne sont pas nécessairement atteints d'Alzheimer, mais notre club de l'amitié, comme Daniel a parlé ce matin, c'est un regroupement d'aînés de 55 ans et plus, et on se rencontre à tous les semaines. Si vous saviez le sentiment d'appartenance qui s'est développé dans ce groupe-là, c'est extraordinaire. Puis dès qu'on va voir que la dame a changé ou que monsieur n'est plus comme hier, on va dire « Hey, qu'est-ce qui se passe là? Viens me parler, là. Tu as le goût parce que tu le connais, tu le sais, tu sais ce qu'il vit. » Donc, on a développé ce filet-là à la base. On a joué aux cartes, on a eu du plaisir, on a dansé, on a tout fait. Puis le mois d'après ou la saison d'après, il revient, puis là, ses yeux sont vides. Ou, tu sais, alors, ce filet-là est important. Puis, ça demandait aussi de faire de la formation. Les gens ne comprennent pas, ne savent pas, et j'ai senti beaucoup de jugement dans le groupe. Oui. Puis, pour briser ça, il fallait faire une formation. Donc, on a travaillé pour obtenir une subvention, et c'est c'est projet Nouveaux Horizons aînés. C'est un budget fédéral qui nous a permis d'avoir 25 000 $ pour mettre en place une formation de 7 ateliers d'1h30 sur 7 semaines consécutives. Tous les mercredis, on était en ligne et on a inscrit 52 aînés francophones sur cette formation qui était une grande première. Et puis, oui, grâce à la COVID, parce qu'on a appris à travailler avec ça, puis on a pu vraiment élargir. J'ai des gens de Saint-Isidore, Falaire, Rivière-la-Paix, jusqu'à Lethbridge, tout le sud. Puis j'ai Daniel et Josette ici qui ont embarqué aussi, qui sont de Vallée... Black Diamond, voilà. Ah, ouais, c'est pour ça qu'ils me connaissent tant, là, parce que... Alors, c'est ça. Fait qu'on a vraiment eu une belle complicité. Puis ce que j'ai trouvé d'extraordinaire en tant que résultat là-dedans, c'est qu'à force d'avoir les mêmes gens sur la ligne à 7 semaines de temps, en plus, on avait les lundis après-midi une ligne ouverte, un Zoom ouvert, on appelait ça des cafés-rencontres. On venait discuter du sujet que le professionnel de la santé le mercredi nous a présenté. Donc, là, on pouvait témoigner. Là, on a appris à connaître les personnes qui sont vraiment actives en tant que proches aidants et tout ça. Puis, ils nous ont dit qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils ont aidé leurs parents, quand ils ont aidé le voisin. Alors, on a vraiment développé une belle complicité. Et puis, le but du projet, après tes 7 semaines de formation, tu devais t'engager dans une action communautaire auprès de ta région, auprès de tes gens que tu connais, tes aînés autour, ou même des familles qui ont des plus jeunes. Puis, entre autres, Daniel et Josette ont, avec leurs voisins, je crois, corrigez-moi, il y a eu une relation d'aide qui s'est établie et c'était mutuelle des deux côtés. Et la dame qui est professionnelle avait pas beaucoup de temps et son conjoint a développé de la démence.
Donc, Josette et Daniel ont dit, ben, on va t'aider, nous, on va te donner une journée par semaine, puis toi, tu vas pouvoir avoir un répit. Et puis, c'est ça. C'est que ça a développé cette sensibilité-là et cette confiance qu'ils avaient suffisamment d'informations. Il y avait aussi un manuel du participant qui contenait jusqu'à 89 ressources en français. On a épluché toutes les ressources. C'est tout en ligne. On peut avoir accès à ça. Et toutes les présentations des professionnels, les 7 présentations, ont été enregistrées et montées, toutes rafraîchies, là, toutes propres, là, pas de puis de, tu sais. Alors là, on a réglé ça. Et c'est en ligne avec le réseau de santé à partir, à un moment donné, dans le mois d'avril. C'est tout gratuit. N'importe qui peut aller les voir et vous pouvez les suivre un à un. Moi, ce que je verrais avec ça pour faire la suite, là, c'est que chaque groupe communautaire qui a le goût de s'intéresser à ça peut dire, bon, OK, j'organise un petit groupe, puis on va se rencontrer une fois par semaine pendant 7 semaines, puis on va passer les vidéos une à une. Parce que si on laisse libre, les gens vont en avoir un, hop, ils vont aller à l'autre, hop, puis ils vont l'oublier. Donc, ça prend quelque chose qui est structuré, mais au moins l'outil est là. Et puis, c'est grâce à ces fonds-là qu'on a atteint. Maintenant, la suite de ce projet-là, ça va dépendre des champions qu'on a nommés, parce qu'on a quand même identifié 16 champions dans ce groupe-là OK, on inscrit 52. Il y a eu des difficultés de lien Internet avec certaines régions. Malheureusement, j'en ai perdu quelques-uns en cours de route, mais j'en avais 35 réguliers tout le temps sur les 7 semaines. Voyez-vous, beau groupe, le noyau qu'on a formé là. Et puis, et en toute fin de ça, on a connu qu'il y avait des gens qui avaient déjà beaucoup d'expérience, comme des champions de santé cognitive, parce qu'ils avaient déjà accompagné, parce qu'il y avait beaucoup de témoignages de leur part. Donc, pour moi, ça, c'est des champions experts. On en a identifié 8. Et on a pu faire ressortir 8 autres champions à travers ceux qui ont assisté à toutes les sessions. Même aux conversations, on leur demandait de remplir une évaluation après chaque session avec leur apprentissage et aussi ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer, tout ça. Donc ça faisait partie aussi d'un critère pour devenir un champion. Il fallait que tu rencontres 5 critères. Donc, on a en bout de champ, c'est ça. On a 16 beaux champions de partout en province et puis on voudrait faire grossir l'équipe, mais c'est surtout pour développer ce filet de société qui va permettre justement d'avoir une meilleure support en santé. Oui. Oui. Non, tu n'es pas habitué. Vas-y, je sais. Tu prends un risque, alors. Tu sais ce que c'est que de donner la parole à un Français? Je sais, c'est très dangereux. J'en ai connaissance, j'ai assisté à toutes les sessions, puis il n'avait pas peur de prendre la parole. Bon, si tu insistes. Hein. Alors, au moins, donnez-moi une bonne main maintenant, moi j'aurais déjà gagné ça. Bon, bien écoutez, je vais vous parler dans les premiers mots de ma kidnapping, ou de mon kidnappeur. Ah, ok. Alors je vais commencer d'abord par vous parler un peu du contexte. Pour commencer, c'est une amie, oui. Elle est docteur en acupuncture et bien sûr, il y a quand même une complicité avec Josette pour pouvoir contribuer à améliorer ou à maintenir, quand je dis améliorer, c'est un bien grand mot, mais à maintenir quand même la santé cognitive de son mari. Alors, ça c'est pour un peu le contexte. La personne, c'est une personne qui est au demeurant très sympathique. Il a 65 ans maintenant. Il vient d'avoir 65 ans. Ça fait 10 ans qu'il est quand même dans cette maladie, ce qui est quand même pas petit. 10 ans quand même qu'il traîne ça. Il a souffert terriblement mentalement parce qu'il avait une très belle occupation. C'était un passionné. Et puis donc, il a dû vendre cette entreprise. Enfin bref, il y a eu tout un démêlé là-dessus.
Et maintenant, pour parler un petit peu de la situation, alors ce que l'on fait, comme nous on aime faire nos randonnées, on s'est dit, tiens, parmi nos randonnées, on va prendre le mercredi et hop, on l'emmène avec nous faire une randonnée. Alors là, je vais vous conter un petit peu quelques petites anecdotes un petit peu particulières, ce qui décrit quand même le malaise et l'inconfort d'une personne atteinte de cette maladie. Durant la randonnée, c'est sûr que on marche dans des sentiers et puis les sentiers sont quand même tracés. Nous sommes en hiver, il y a de la neige bien évidemment. Alors il y a des traces de ski de fond qui sont bien tracées et puis il y a tout un bel espace quand même pour ceux qui font de la raquette ou de la marche. Ça c'est très bien. Alors bien sûr, on s'en va, on marche. Josette reste derrière pour fermer la marche au cas qu'il y ait une évasion parce qu'on ne sait jamais avec lui. C'est ça qui est triste. Et puis à un moment donné, je m'arrête parce qu'on s'arrête, on regarde un peu le paysage, on prend des photos, tout ça. Je le voyais, il est en train de marcher sur les traces de ski de fond. J'ai dit non, Gary, come back, reviens, marche pas sur les traces. Ça, c'est pour le ski de fond. Alors donc, ah oui, alors. Il est très très obéissant. Il est ah oui excuse-moi. Il revient tout de suite sur la piste et puis hop et puis il marche derrière moi. Oh, quelques pas plus loin, je m'arrête puis de nouveau sur les traces. Bon. Alors une fois, deux fois, trois fois, après ça, je dis écoute, on va quand même pas le chicaner. Tant pis pour les traces, tant pis pour les fondeurs, ceux qui font du ski de fond là. C'est bien dommage, mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est un personnage aussi qui a quand même, bien sûr, des difficultés de motricité. C'est-à-dire que, exemple, il y a peut-être une couple de semaines, on était parti un matin de bonne heure, puis la neige était quand même gelée. Alors là, on met bien sûr nos crampons. Bien là, il faut que ce soit Josette qui lui mette les crampons parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir mettre ses crampons. La coordination, exactement, Sylvie, c'est tout à fait ça. Il a de la difficulté à mettre ses crampons. Les enlever, oui, ça c'est vrai, il peut les enlever, mais les mettre, pas possible. Pareil pour les bâtons. Les bâtons de marche, on sait ce que c'est des bâtons un peu télescopiques. Alors donc, là, il faut que je lui installe. Il n'est pas capable de les régler. Alors tout ça, c'est des problèmes qui font que ça cause un énorme inconfort dans la vie. Même dans les derniers temps, là, ils annonçaient une bonne tombée de neige. J'avais dit à notre amie Ingrid, écoute, je vais descendre chez toi et puis j'irai faire un peu le déneigement parce que la pauvre elle est toute seule à tout faire. Ils ont une fermette, ils ont une famille, mais la famille elle est grande et puis elle s'est un petit peu éparpillée. Alors ils se retrouvent maintenant avec 5 chevaux à la maison, bref. Et puis elle est toute seule à tout s'occuper. Elle a sa clinique, elle a la maison, elle a le déneigement, elle a les chevaux, elle a tout. Alors c'est quand même très très difficile. Quelqu'un qui est atteint de cette maladie, c'est quelque chose quand même d'atroce. Et puis les problèmes cognitifs, et malheureusement, on en voit de plus en plus, c'est quelque chose qui devient dans notre société avec une présence vraiment incroyable, un développement assez rapide. Alors c'est sûr, pardon ? Il y a peut-être un côté héréditaire, mais là, je ne m'y connais pas côté médical. Là, ça, c'est pas mon département, le médical, donc je laisserai ça aux spécialistes. Mais ce qui est intéressant, pour conclure, que je voudrais quand même dire, j'ai trouvé très, très, très intéressant les ateliers que Céline nous a proposés. D'une part, mais ce que j'ai trouvé aussi particulier à travers les ateliers proposés par Céline et puis la vraie vie, comme on dit, c'est qu'il y a un sacré fossé. Là, il faut pouvoir improviser, il faut pouvoir s'adapter et effectivement, il ne faut pas être dans le jugement. Mais là, il n'y a pas de jugement possible parce qu'il y a quand même une relation très amicale qui se fait, donc on n'est pas là pour juger, bien au contraire. Ça nous fait grand plaisir de participer, de collaborer. Mais quand même, entre ce que l'on peut apprendre, ce que l'on peut vivre avec une personne, il y a quand même un fossé. Alors donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Et puis là, je mettrai une petite note tout à fait personnelle. Peut-être que Céline va encore me dire, Daniel, tu vas trop loin. Je vois ça. Et oui, elle est gentille comme tous, et il y a des champions et des champions. Mais là, je vois quand même pas assez de personnes quand même pouvoir rentrer dans une communauté. Le côté communautaire, c'est quelque chose qui m'accroche énormément. Beaucoup plus que le bénévolat.
Bon, il y en a peut-être qui ne feront pas une grosse différence entre les deux, mais moi j'en fais une énorme. Dans le domaine communautaire, c'est vraiment une communauté dans laquelle on s'implique et il faut de plus en plus s'y mouvoir dans cette communauté. On a tous besoin. Aujourd'hui, je suis très heureux de rendre service à quelqu'un, mais on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Et donc, il faut être d'une façon communautaire, vraiment impliqué à tout niveau. Ça, c'est le message que j'aimerais quand même lancer. Maintenant, ce que je vois, puis là, je vois ça, c'est un petit clin d'œil que je fais, mais à moi-même, c'est que à l'époque où j'étais à Montréal et puis que je faisais des ateliers en aromathérapie à Montréal, je voyais que des madames, que des madames. Il y avait quelques petits monsieur, bien sûr, mais très rarement des petits monsieur. Puis les petits monsieur, bon, peut-être qu'ils s'étaient fait tirer la manche ou alors ils s'étaient fait pousser dans le dos par madame, mais il y avait beaucoup de madames. Là, je vois quand même qu'il y a beaucoup de madames, il n'y a pas encore beaucoup de monsieur. Ça serait peut-être bon que les messieurs s'impliquent un petit peu plus aussi. Il faudrait peut-être les motiver. Il faudrait peut-être aussi que quelque part. Non, mais c'est un match à deux. Ça, c'est pas quelque chose de juste personnel. Hein? Il y en a des messages. Il y a encore des choses à faire. Le communautaire est impliqué. Les messieurs à davantage s'impliquer. Non. Merci. Bon, ben, il me plaît ce micro. Il me plaît. Alors, j'aimerais demander, est-ce que j'ai 10 minutes pour présenter le témoignage de Mme Gendron? Parce que c'est une note positive que je voudrais terminer. Et ça, c'est hyper positif. Oui. Oui. Ça coûte combien de sous? OK. Alors, c'est ça. Oui. Parti, tout de suite. OK, gardez bien. Madame Docteur Marie Gendron, elle est fondatrice depuis les années 90 de Baluchon Alzheimer. Ça se peut que vous n'ayez jamais entendu parler, mais c'est un service de répit qu'elle a mis sur pied parce qu'elle sentait qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide et elle prenait son petit baluchon, puis elle allait chez la dame, puis elle dit « Ta mère est malade, toi tu t'en vas en vacances, puis moi je reste ici, puis je m'occupe de ta mère. » Alors ça a été bien important. Puis elle a écrit un livre, mais là, elle va vous partager un témoignage. Comment elle a vécu ça? Non. Alors bonjour aidants et bénévoles. C'est vraiment un réel bonheur de vous adresser la parole en vue de la formation qui va vous être offerte bientôt. Alors oui, depuis 40 ans, j'accompagne des personnes atteintes d'Alzheimer ainsi que leurs familles. Et il y a quelques années, j'ai eu l'immense privilège de cohabiter jour et nuit pendant presque 2 ans avec des personnes atteintes. À tel point que j'avais l'impression de rentrer dans leur monde, que je voyais plus vraiment nos différences. On vivait à fleur de peau, comme dans une espèce de sensibilité commune. Ça a été un laboratoire, vraiment un laboratoire humain. Et après avoir vécu cette expérience, quand je suis revenue dans le monde des gens dits normaux, j'ai eu énormément de difficultés à m'adapter. J'avais l'impression de ne plus avoir de peau, de ne plus avoir de carapace. Et j'arrivais dans un monde où c'était la performance, le savoir intellectuel, la rationalité qui était valorisée. Alors, cette expérience personnelle et professionnelle, mais je dirais avant tout humaine, ça m'a vraiment enseigné que les personnes atteintes d'Alzheimer étaient devenues mes maîtres en humanité. C'est des personnes à part entière. C'est d'abord des personnes malheureusement atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais ce sont des vraies personnes à part entière. Et ça a radicalement changé mon regard et ma perception sur la réalité. J'ai eu l'impression, je dirais même la certitude, de toucher l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus vulnérable, de plus authentique, mais aussi de plus vrai. Je dis l'âme humaine, mais je pourrais dire le cœur. J'avais l'impression de percevoir quelque chose de fragile et fort à l'intérieur de la personne qui est là à sa naissance et qui ne meurt qu'avec la personne. Comme si la maladie d'Alzheimer mettait à jour l'âme de la personne dépouillée de tous les artifices qu'on accumule au cours de notre vie. Il y a un écrivain français que j'aime beaucoup, qui est décédé malheureusement, qui écrit « La maladie d'Alzheimer enlève ce que l'éducation a mis dans la personne
et fait remonter le cœur à la surface. Je trouve ça extraordinaire. Puis le cœur ne souffre pas d'Alzheimer, ça, j'en suis profondément convaincue. Alors, je pense qu'il faut cesser de déplorer leur perte cognitive, puis tourner notre regard sur leur cœur, chercher d'unir notre propre cœur au cœur de la personne. Alors, à mon avis, c'est la seule façon d'entrer en communication. J'aime beaucoup la phrase de Leonard Cohen, qui dit « Il y a une fissure dans toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière ». Je pense que c'est une belle réflexion à se souvenir quand on travaille avec les gens atteints d'Alzheimer. C'est où la fissure? Comment je vais faire pour m'introduire jusqu'à son cœur? C'est sûr que la communication, c'est pas uniquement par des mots qu'elle se fait. C'est beaucoup par le climat qui nous entoure. Puis, une des conséquences fascinantes de la maladie d'Alzheimer, c'est que ces personnes-là arrivent à sentir le climat affectif qui les entoure. Ils sont capables de mesurer l'authenticité des personnes. Qui est bienveillant? Qui est malveillant? Ils savent décrypter les signes de douceur dans le ton, les gestes, le regard. En fait, là, je dis souvent que les personnes atteintes deviennent des éponges ou des thermomètres. T'sais, ils absorbent le climat affectif, puis après, ils nous disent, regarde ce qui se passe. Ils deviennent des scanners. Ils nous scannent l'âme. Je me souviens que si un matin, j'étais de mauvaise humeur, quelqu'un dit, ça file pas ce matin. Je savais même pas à quel point je pouvais dégager le fait que ça ne filait pas. Mais les personnes atteintes ont senti mon état émotif. Alors ça, ils deviennent notre propre miroir. Notre douceur les rend douces. Puis si on est agressif, on leur donne de l'agressivité, puis ils le sentent très bien. J'ai quelques exemples à vous donner, là. Il y avait une dame avec qui je vivais, qui était très, très sensible. Puis un jour, on a reçu quelqu'un qui parlait fort, qui parlait tout le temps. Et ça ne finissait plus. Puis j'ai senti que le climat affectif de la maison était complètement transformé. Personnellement, j'avais hâte de cette personne-là, ça. Et une des dames, dès que j'ai fermé la porte, elle a fait va-t'en! Elle n'a pas dit autre chose, mais c'était vous me respectez pas dans ma sensibilité. Et cette même dame, parfois la nuit, elle vivait de l'insécurité, puis elle venait se coucher à côté de moi dans mon lit. Puis elle me disait, si on était un homme puis une femme, toi puis moi, hein, on se marierait, hein? Alors, je trouvais que c'était, je pense, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, un des plus beaux cadeaux. Puis, il y a aussi un monsieur qui regardait une photo de Catherine Deneuve, qui est très belle, évidemment. Puis, il me disait, elle est très jolie, mais ses yeux sont tristes. Moi, là, j'avais pas vu du tout la tristesse dans les yeux de Catherine Deneuve. Puis, c'est le monsieur atteint de la maladie d'Alzheimer qui avait détecté ça. Alors, ça, c'est formidable. Ça a l'air bizarre de dire que c'est formidable, mais c'est une capacité qu'on perd en vieillissant. Je sais pas si c'est l'éducation. Alors, le besoin de communiquer, je reviens au besoin de communiquer. C'est sûr que il y a la mémoire s'effrite chez les gens atteints d'Alzheimer, mais il y a une mémoire dont on parle à peu près jamais, qui s'appelle la mémoire affective. La mémoire affective, c'est la mémoire des émotions. Par exemple, il se peut que vous soyez allé à une conférence et une amie vous dit, es-tu allé à la conférence de tel bonhomme? Alors, vous dites, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en souviens plus. Je me souviens de l'émotion, mais je me souviens pas du contenu. Ça, c'est la mémoire affective. On voit ça beaucoup en institution, hein. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de diplôme, des soignants, mais ils ont cette perception des gens atteints d'Alzheimer et on voit instantanément les gens atteints de la maladie qui se regroupent autour de cette même personne. Alors, c'est vraiment la mémoire affective. Et dès que ce soignant-là vient sur un département, on voit que les gens atteints d'Alzheimer sont attirés par cette personne-là. Christian Bobin, dont je vous ai parlé tantôt, son papa était atteint d'Alzheimer, puis il allait le visiter souvent. Puis il y avait une dame qui l'appelait toujours Basile. Puis là, Christian Bobin lui a dit, écoutez, madame, je m'appelle pas Basile, je m'appelle Christian. Et la dame lui a répondu, mais je sais, mais ça n'a pas d'importance, t'es mon fils, puisque je me réjouis de te voir. On va pas s'attarder à des détails quand même. Je trouve ça extraordinaire.
Puis il y a un monsieur chez qui j'étais allée baluchonner là, avec l'organisme Baluchon Alzheimer. Puis mon objectif, c'était de le faire sourire au moins une fois par jour. Alors, on allait dehors, puis là, j'appelais les oiseaux. Puis là, je le sentais heureux, puis il riait. Alors, peut-être, je sais pas, 3-4 mois plus tard, sa femme m'appelle, puis elle m'a dit, écoute, Marie, j'ai beau parler de toi à Yves, il se souvient pas du tout de toi. Et j'ai dit, j'aimerais ça lui parler. Donc, je lui ai dit, Monsieur Yves, si je vais vous voir, là, on va appeler les oiseaux, êtes-vous d'accord? Venez-vous-en, madame, venez-vous-en, madame. C'est sûr, il ne savait pas mon nom, mais il se souvenait que c'était plaisant d'appeler les oiseaux. Alors, sa mémoire affective était restée intacte, même s'il ne savait plus son nom, il ne savait plus où il restait, etc. Donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on rejoint la personne atteinte, là? Je suis émue de le dire. Ce qu'on ressent, c'est vraiment une joie profonde. On a l'impression que nos deux cœurs se rencontrent en dépit de tout ce qu'on a accumulé dans notre vie. C'est comme si faisait partie de la même humanité, que c'est pas l'altérité, c'est la connivence, c'est la ressemblance, c'est l'identité commune. Ben, j'ai l'air passionnée, là, mais c'est vrai que ça a été une période de ma vie extraordinaire. Mais tout ça, c'est sûr que ça s'acquiert pas en criant ciseaux. Ça demande une réflexion. D'abord, est-ce que j'ai envie de m'investir? Est-ce que je suis prête à montrer ma vulnérabilité? Parce que c'est pas dans le pouvoir que les communications s'établissent, c'est dans la vulnérabilité. Je pense qu'il faut se dire, est-ce que j'ai envie de vivre ça? C'est pas facile, mais c'est tellement gratifiant quand on arrive à nos buts. Puis aussi, il faut avoir une formation. Vous avez la chance, là, d'avoir des ateliers qui vont vous donner une formation. C'est important de connaître au moins les principes de la communication, ne serait-ce que l'importance du ton de la voix, comment se placer par rapport à la personne, de ne pas changer trop souvent de sujet, etc. Vous allez savoir ça dans vos cours. Il y a aussi la façon d'analyser les comportements. Il y a un mot que je ne peux plus entendre quand on parle des gens atteints d'Alzheimer, c'est des comportements perturbateurs. À chaque fois que j'entends ce mot-là, je me dis, si la personne a des comportements perturbateurs, c'est parce qu'elle est perturbée. Pourquoi est-elle perturbée? Alors, la personne nous parle à travers ses comportements. C'est pour ça que c'est si important de les analyser. Elle nous parle constamment par ses comportements. Donc, c'est important, dans les ateliers que vous allez avoir, d'apprendre à analyser les comportements des personnes. Évidemment, il y a certaines règles, la douceur. Je répète, il y a 3 règles, la douceur, et troisièmement, encore la douceur. Si la personne ne reçoit que de la douceur, elle va rester douce. Une autre chose, c'est mais la meilleure façon d'aller vite, c'est d'aller lentement. Plus vous allez aller vite, plus la personne va être perturbée, vous allez devoir recommencer. Et évidemment, ne jamais argumenter. Et je pense à un monsieur qui me disait qu'il avait vu un reportage sur le Titanic, puis il me contait qu'il était sur le Titanic. Est-ce que je vais m'obstiner? Je lui dis, ah, c'est formidable, vous étiez sur le Titanic, contez-moi ça. Donc, on brise pas la relation. Alors ça, là, vous avez tellement la chance là, d'apprendre tout ça, puis après de vivre l'expérience. Vraiment, là, mon vœu le plus cher, c'est que vous vous inscriviez. Puis je vous jure que vous allez adorer ça. Puis je vous souhaite bonne route, bonne chance, puis mes chaleureuses salutations. Bye bye.